c'est vraiment bon. Ça goûte la root beer. Salut! Ici Vincent Ouellette des Trois-Maisons de l'Écoferme Le Tournant. Je vous invite avec moi aujourd'hui dans une marche. Je suis en train de marcher dans la forêt qui n'est pas malheureusement chez nous, mais qui est juste en face de la rue. Donc, c'est une forêt dans laquelle je vais souvent marcher, cueillir des champignons, me baigner. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, on est près de la rivière et pêcher. Alors, je me suis dit, dans cette havre de paix qu'est cette forêt, c'est complètement tout indiqué pour que je vous parle de l'allégorie et parfois aussi, malheureusement, un peu du mythe de la forêt en permaculture. Si vous suivez ma chaîne, d'ailleurs, je vous invite à le faire si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement déjà été regarder certaines choses, lire certaines choses au niveau de la permaculture. Et une des choses qui revient beaucoup à travers les vidéos qu'on pourrait voir, des différentes informations qu'on pourrait collecter, c'est l'allégorie de la forêt. Moi, j'ai toujours, quand je pense à ça, l'image d'un documentaire que je me rappelle plus le nom, sur la permaculture. Super intéressant, vraiment le fun. Mais à un certain moment donné, dans le documentaire, on voit une personne, on voit un drone, en fait, là, qui filme une forêt mature. Puis là, il y a une voix off qui dit, exemple, « Oh wow, ça c'est comme... c'est un système parfait. Pourquoi est-ce qu'on s'inspirait pas d'un système qui fonctionne tout seul, etc. » Donc, ça revient souvent dans l'écosystème idéologique de la permaculture avec ses très bons, avec ses moins bons côtés. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite incursion dans cette allégorie-là où est-ce qu'on va un peu décrire c'est quoi, déjà, où est-ce qu'on va aussi prendre le temps de voir ensemble les failles de ça pour pouvoir aller plus loin, essayer de comprendre aussi pourquoi ça a été mal interprété, puis qu'est-ce qu'on devrait, à mon avis, tirer de l'allégorie de la forêt. Alors, suivez-moi pour ma petite balade. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Donc, avant toute chose, avant de commencer, je sais que, je sais pas, le monde est tendu, j'ai l'impression, mais je veux dire que je veux vraiment faire une vidéo pour amener des subtilités à ce concept-là, mais que ça fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas la forêt. J'aime la nature, j'aime la forêt, j'aime les bruits de la forêt, j'aime les oiseaux qui chantent. Je cueille beaucoup de champignons, j'adore les comestibles sauvages également, puis j'en ai même récolté et vendu. Donc c'est un sujet que je pense que je connais comme relativement assez bien. Et j'aime aussi beaucoup la permaculture, j'adore la permaculture. Je pense que des fois c'est un petit peu amené drôle, toute cette histoire-là de permaculture, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué positivement dans ma vie. Puis je souhaite d'ailleurs qu'on s'inspire probablement, je dirais, des bonnes pratiques de la permaculture pour réussir à améliorer le mouvement dans son ensemble. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est l'allégorie de la forêt? Essentiellement, selon les écrits entre autres de David Holmgren, puis Bill Mollison et tout, en même temps, ils n'ont pas créé ça, là, ils ont juste amené quelque chose qui existait déjà, qui avait déjà été remarqué par des biologistes. Ça se situe en fait sur deux axes. Le premier axe, super simple, c'est que la forêt mature et la fin, finalement, qu'on pourrait dire, l'aboutissement ultime d'un système naturel sous climat tempéré. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que si tu laboures un champ, il va y avoir des mauvaises herbes, comme on voit dans le jardin, qui vont être
annuel. Tranquillement, pas vite, il va y avoir des herbes vivaces qui vont former une prairie. Tranquillement, pas vite, il va y avoir des petits arbustes, des ronces, certains petits arbres qui vont arriver. Les ronces vont notamment protéger les arbres en train de pousser du broutage des chevreuils, par exemple, puis d'autres herbivores. Et ensuite, tranquillement, pas vite, une forêt va s'établir. Regardez tout autour ici, puis je vais mettre un peu de belles images là-dedans. On est, en ce moment, dans un champ agricole d'il y a à peu près 60 ans. Donc, il y a entre 70 et 50, entre 50 et 70 ans, ici, où vous entendez crier le jet bleu, c'était un champ agricole. Et ça l'a convergé vers, je dirais pas qu'on est dans une forêt mature, mais tout vers une forêt. Le deuxième axe important de cette idée-là, de l'allégorie de la forêt, c'est que la forêt, c'est un système qui s'autosuffit. Donc, ce qui est présenté, c'est qu'on voit par terre, les feuilles tombent au sol, vont créer, on peut gratter ici, un humus, en fait. Ils vont créer un humus, du compost en surface, lequel va permettre aux champignons de pousser, qui vont retenir l'humidité, qui vont s'acoquiner un peu avec les racines des arbres, créer de la matière organique, etc., etc. Donc, c'est un système qui est complet. Salut Fifi! C'est un système qui est complet en soi et qui s'autosuffit dans la mesure où il n'y a pas d'intrants qui viennent de l'extérieur et que sans gestion, donc si on gère aucunement ce territoire-là, la forêt va être là quand même, elle va comme être là. Fait que c'est ça les deux axes finalement de l'allégorie de la forêt en permaculture, soit qu'un système va naturellement aller vers une forêt, et deuxièmement, c'est que la forêt s'autosuffit puis elle n'a pas besoin de personne, puis qu'on devrait s'inspirer de ces deux concepts-là pour planifier le design de notre propriété, de nos jardins, de l'espace qu'on veut amener à faire une production, si on veut, permaculturelle. I can't see the end, but we'll see it through. C'est à mon avis des beaux principes. Ça dépeint une réalité, car les deux axes sur lesquels tout ça se tient sont vrais. Mais j'aimerais vous proposer des failles dans l'interprétation de tout ça, puis comment justement ça peut nous nuire dans notre projet permaculturel, dans nos jardins, dans notre propriété, dans notre conception de comment on devrait faire du design. Le problème majeur en partant, au niveau du premier axe, que tout système finit comme une forêt, c'est de se dire tout système finit comme une forêt, donc sauvons des étapes et créons chez nous une forêt, par exemple, dans laquelle je pourrais ramasser ma nourriture au quotidien, et etc. Parce que de toute façon, tout finit vers une forêt. Donc, enlignons-nous vers un aménagement nourricier, par exemple, de la forêt, etc., etc. Ça cause des problèmes, je dirais, extraordinaires. Parce que dans une forêt, essentiellement, le gros problème derrière ça, c'est qu'il n'y a rien à manger. Bon, je paraphrase, probablement que je crée de l'audimat en disant des phrases chocs. Non, il n'y a pas rien à manger. Je cueille des champignons, j'en ai pour l'année. On est allé à la pêche récemment, on a sorti un achigan, on a mangé une soupe à l'achigan. Donc, je vois des petits fruits, des fois des herbes au printemps que je ramasse. Je comprends. Sauf que il n'y a rien dans une forêt, dans une marche en forêt, à part pour les personnes qui sont peut-être des extra professionnels puis qui ont une chaîne de survie à boire leur pisse ou je sais pas trop quoi. La réalité, c'est que dans une forêt,
il n'y a presque pas de nourriture. Donc, en termes de nourriture, de production de nourriture, c'est un écosystème qui en offre pas beaucoup. Puis j'irais même plus loin, il n'y a pas de désert au Québec, mais je pense que c'est probablement dans le forêt où est-ce qu'on retrouve peut-être le moins de nourriture par pied carré, en termes de productivité. Donc, si on veut s'inspirer de ça pour créer un design productif pour subvenir à nos besoins, pour créer de la nourriture, etc., moi, je ne pense pas qu'on devrait s'inspirer des systèmes qui produisent le moins, mais peut-être plus des systèmes qui produisent le plus. Récemment, j'ai acheté un livre. En fait, je dis récemment, ça fait peut-être... c'est quand qu'il est sorti, finalement? Le livre Forêt de Gérard Legal, puis Ariane, je pense, Paré ou Pagé-Legal. Super intéressant, qui fait une recension des plantes comestibles, comment les identifier, comment les cueillir, des cueillettes responsables, comment les manger, etc. Et dans ce livre-là, en fait, il s'appelle Forêt. Mais la réalité, c'est que quand on regarde chacune des pages, chacune des plantes comestibles qu'on nous vend, si on regarde en général dans le livre, on se rend compte que la plupart de ces plantes-là ne se retrouvent pas dans la forêt, mais se retrouvent bel et bien dans des bordures de forêt peut-être, ou encore carrément sur le bord de l'autoroute ou dans une prairie. Donc moi, je dis toujours que ce livre-là n'aurait pas dû s'appeler Forêt, il aurait dû s'appeler Bord d'autoroute ou Bord de route. Mais dans les faits, je pense que je comprends que ça aurait été pas mal moins vendeur. Donc, l'asclépiade, le chou gras, l'amarante rouge, la mauve, name it, la plupart des plantes qu'on peut manger et surtout retrouver des quantités intéressantes ne se retrouvent pas dans une forêt. Et ça, c'est important de le dire. Notamment parce que, regardez ici, je suis dans une jeune forêt, donc j'ai quand même une éclaircie de lumière. Mais regardez comment poussent les arbres. Ils vont pousser très droite. Et regardez ici, ce que vous voyez, par exemple sur cet arbre-là, c'est que comme il n'y a pas de lumière, l'arbre se concentre à faire des feuilles seulement en haut pour essayer d'aller chercher de la lumière. Donc, il va pousser bien droit. Ce qui est intéressant pour faire du bois, par exemple, qui peut être très intéressant. Pas nécessairement pour la nourriture, mais pour chauffer la nourriture ou faire une cuisine, whatever. Mais ça fait en sorte que il ne reste plus grand espace dans cet arbre-là pour créer de la production. Si on prend, par exemple, le noyer noir, il est dans le livre Forêt. Le noyer cendré aussi. Mais prenons le noyer noir, parce que le noyer cendré a des problèmes en ce moment de champignons, puis il va bientôt disparaître. Mais prenons le noyer noir. Le noyer noir, dans une forêt, il va pousser en compétition avec tous ces arbres-là. Et ultimement, il n'y aura pas des grandes branches, il n'y aura pas beaucoup de feuilles, il n'y aura pas beaucoup de noix. Donc, prenez un noyer noir et plantez-le sur le parterre de chez vous. Empêchez tout arbre à 9 mètres de chaque bord de pousser. Vous allez avoir un noyer noir qui va nourrir probablement 15-20 personnes dans une grosse production annuelle. Et prenez le même noyer noir puis foutez-le dans le milieu d'une forêt. Puis probablement que les écureuils vont aller ramasser les 7 noix que ce noyer noir-là va faire. Donc, il y a un enjeu de lumière dans une forêt qui fait en sorte que c'est pas un écosystème qui permet beaucoup de production parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Fait que ça, c'est un des points qui m'agace un petit peu, non pas dans l'allégorie de la forêt, mais dans l'interprétation de l'allégorie de la forêt. C'est puisque ça tend vers ça, faisons ça. Oui, mais ça ne produit rien. Donc, moi, je dirais, faisons pas ça, en fait. Une autre chose, quand même, à prendre en note, je vais vous donner l'exemple d'une petite auberge que je suis allé génial. Je ne le nommerai pas, mais une petite auberge que je suis allé dans les Laurentides. Et eux sont arrivés, des jeunes granolas qui voulaient refaire le monde. Ils ont acheté une auberge sur un territoire qui était comme agricole. Il n'y avait pratiquement pas d'arbres. Ils ont commencé à planter. Ils ont planté des centaines, même des milliers d'arbres. Puis, avant que ça pousse toutes ces choses-là, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à faire des gros jardins, avoir des courges et tout. Puis là, aujourd'hui, ben, ils n'ont plus de lumière, ils sont complètement dans l'ombre et ils n'arrivent plus à peine à faire pousser quelques légumes que ce soit parce que les arbres ont complètement pris de la place. Ces arbres-là sont hyper importants pour les oiseaux, pour plein de concepts
biologiques, mais en termes de production, ils ont complètement pris la place. Puis là, eux autres sont pris à avoir comme créé une forêt autour de chez eux et ne plus pouvoir jardiner. Donc, quand on veut aménager en permaculture un espace forêt ou encore planter des arbres, c'est pas juste de se dire « Ah, la forêt, c'est génial, donc je plante des arbres parce que la forêt, c'est génial », parce qu'ultimement, mal planifié, ça peut venir envahir, même scraper, entre guillemets, tout potentiel de récolte. Une autre chose que je pense qui est très important de mentionner, c'est au niveau du sol. On vante, là. On vante ça. Sentez ça. Souvent, là, ça sent bon. Hein? Fait que dans les formations, des fois que j'ai déjà eu une formation en permaculture, puis elle disait, c'est ça. C'est ça qu'il faut que vous allez chercher. C'est ce sol-là que vous devez aller chercher. Vous devez faire comme un sol forestier. En le couvrant tout le temps, ça va accumuler la matière organique, puis ça va donner un sol forestier. Donc, c'est les meilleurs sols qui soient, c'est les plus balancés, etc. Je lance ça dans l'univers. Si c'est si bon que ça, pourquoi tu ne prendrais pas une pelle, puis une coupe de chaudière, tu viendrais creuser ce sol-là, tu irais mettre ça directement dans tes jardins. Je lance ça comme ça. Mais la réalité, c'est qu'un sol forestier, c'est pas nécessairement un sol riche. En termes de minéraux, c'est souvent assez pauvre. Puis, c'est un compost qui est souvent fait uniquement de feuilles. Puis, vous le savez peut-être si vous avez fait de l'agriculture, que les composts de feuilles sont catégorisés comme dans les composts les plus pauvres de toute la gang. Donc, moi, je mets au défi les gens qui disent que c'est le sol idéal, de prendre des chaudières, puis de jardiner là-dedans, de sortir ça d'ici, d'amener ça chez eux, de jardiner là-dedans, puis de me montrer à quel point c'est productif. Mais le défi est lancé. Un autre problème que j'ai un petit peu avec ce concept-là, c'est l'idée d'un système qui s'autosuffit. Quand on vend la forêt comme un système qui s'autosuffit, c'est vrai, mais est-ce que c'est le seul système qui s'autosuffit? Est-ce qu'une prairie ne s'autosuffit pas elle-même? Finalement, les herbes meurent, tombent à terre, créent du compost. Est-ce que ça ne s'autosuffit pas en soi? L'idée que j'aime pas du fait que ça s'autosuffirait comme système, c'est l'idée que ça s'autosuffit à quoi? Est-ce qu'il y a une conscience dans la forêt? Est-ce que les arbres se parlent et se disent « Hey gang, on s'autosuffit ». Pas vraiment. Moi, je pense qu'en biologie, même quand on reprend l'hypothèse Gaïa, il se passe des choses. Donc, il arrive des choses. Tel arbre va mourir, va tomber, il va se passer des choses. Puis je pense que de penser que la forêt, c'est le système en soi qui s'autosuffit, c'est de donner une conscience à la forêt que les autres systèmes, premièrement, n'auraient pas. Puis j'aime vraiment pas cette idée-là. Puis d'autant plus que des fois, on pourrait même aller plus loin puis se dire elle s'autosuffit style pour l'homme, donc elle s'autosuffit, donc l'homme devrait en profiter. Je sais pas, il y a comme une espèce de tangente dans cette interprétation-là de ça que j'apprécie pas. C'est vrai que c'est un système qui n'a pas nécessairement besoin d'intrants, puis on peut tendre vers un système qui a de moins en moins besoin d'intrants. Mais en termes de production, j'ai l'impression qu'un système qui est sans intrants ou qui, entre guillemets, s'autosuffit a des limites. En tout cas, peut-être pas pour certains arbres fruitiers, mais très certainement pour les légumes, peut-être les grains, ce genre de choses-là. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Maintenant, on peut se questionner pourquoi est-ce qu'il y a ces interprétations-là. Puis est-ce que les fondateurs de la permaculture ont vraiment présenté ça comme ça, ou est-ce que les gens qui ont lu les écrits s'en sont appropriés dans ce sens-là? Premièrement, moi, je dois dire que je ne tripe pas sur Bill Mollison. Je tripe beaucoup plus sur David Holmgren, qui était vraiment plus la tête, le scientifique du duo, qui a vraiment amené
la permaculture à des hauts niveaux philosophiques, éthiques, opérationnels, sur le plan de vue, sur le plan de tout ce qui est rationnel de la pensée. Alors que David Holmgren dit lui-même que lui a comme été la tête de la permaculture et que Bill Mollison en a été le cœur, que c'est lui qui a fondé le mouvement derrière la permaculture. Et dans son livre Principes que je suis en train de lire, qui a écrit 30 ans après avoir fondé la permaculture, puis qui fait comme un retour un peu sur ses écrits, puis qui nuance un peu certains de ses propos, David Holmgren dit que parfois, malheureusement, Bill Mollison était un peu un gourou dans la mesure qu'il preachait des choses qui manquaient parfois de recul. Ça peut peut-être être une des choses qui explique qu'on puisse prendre cette allégorie-là, par exemple, puis pas nécessairement faire des choses qui vont améliorer notre situation. Donc, peut-être avoir une mauvaise compréhension de là où cette allégorie-là devrait nous porter. Ça, c'est une hypothèse. L'autre chose, quand je lis les écrits de David Holmgren, je me rends compte que David Holmgren, c'est un fucking genius, ce gars-là. Il est vraiment intelligent. Puis, il y a dans ses écrits parfois quelques manques de pédagogie. Ça part un petit peu par-ci, par-là. On s'enligne, on s'en va là, on s'en va là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. On saute un petit peu du coq à l'âne. Du coq à l'âne. On saute un peu du coq à l'âne. Puis j'ai le sentiment que parfois, ça crée un petit peu un terreau fertile, disons-le comme ça, pour sortir de leur contexte certaines propositions qui ont été dites. Puis l'allégorie de la forêt, à mon avis, c'est un petit peu ça. Parce que je pense pas que David Holmgren ait jamais dit « planter une forêt chez vous pour être autosuffisant ». Une autre chose aussi qui est intéressant, c'est que en permaculture, il y a tout le volet sur l'agriculture, la production qu'on mange, mais il y a aussi beaucoup de principes qui sont sur, comme par exemple capter, stocker l'énergie, donc sur comment être autosuffisant ou s'enligner vers l'autosuffisance d'un point de vue énergétique. Puis je pense que David Holmgren, il répète souvent dans ses écrits que l'utilisation de bois, comme bois de construction puis bois de chauffage, c'est en soi quelque chose qui est souhaitable. Donc, lui, il parle beaucoup de se chauffer avec la biomasse, d'utiliser le bois. Donc, peut-être, encore une fois, si j'essaye d'analyser pourquoi cette allégorie-là peut créer des défauts de jardinage, c'est que peut-être que David Holmgren n'avait pas nécessairement envie de dire aux gens jardiner comme ça, mais réserver une partie du bois puis gérer bien vos bois, votre boisé, par exemple, ou votre forêt, pour être capable de vous chauffer puis vous nourrir en hiver puis de bâtir des clôtures, puis etc. Donc, il y a pu peut-être avoir une espèce de transfert vers ça. D'ailleurs, David Holmgren était très inspiré quand il a créé la permaculture, puis dans son analyse 30 ans plus tard, notamment dans son livre Principes, par tout ce qui est système. On parle beaucoup de système dans la permaculture. Puis, lui, il s'est comme, entre autres, inspiré beaucoup de ce que les Autochtones faisaient dans différentes places dans le monde, mais il a intégré les logiques de système puis d'exploitation des systèmes qui viennent beaucoup avec l'informatique. Puis, je pense que le fait de dire que la forêt s'autosuffit ou encore que, par exemple, qu'il faut limiter les intrants, c'est quelque chose qui est vrai dans l'ultime parce que ici, dans la forêt, tout a sa place dans la mesure que la feuille, elle tombe à terre, elle va être à terre, dans le fond, transformée en compost. Donc, elle a comme sa place et un rôle. Puis je pense que parfois dans nos jardins, par exemple, quelqu'un pourrait jardiner puis pas garder les résidus du jardin, pas tondre la pelouse puis pas garder les tontes, etc. Donc, c'est comme s'il n'y a pas nécessairement un rôle à chaque chose, tandis que c'est vrai que dans une forêt, en quelque part, c'est sûr que c'est facile parce qu'il n'y a rien à produire particulièrement en termes de nourriture, en tout cas. Tout est comme réutilisé dans ce système-là. Puis je pense que dans cette logique-là, je pense que l'allégorie de la forêt peut plus nous faire penser notre design puis notre système comme ça en voulant dire est-ce que tu as pensé à réutiliser tout ce que tu as finalement en gros pour le redonner au système comme une forêt va tout redonner entre guillemets à son système. Donc il y a ça.
Une chose aussi, ça m'a beaucoup inspiré d'écouter les entrevues avec David Holmgren, parce que j'ai l'impression que dans ces entrevues, surtout dans les longues entrevues, il y a plus l'occasion de détailler, par exemple, le fond de sa pensée. Puis comme il y a une pensée vraiment complexe, bien, des fois, quand on lit, on ne sait pas nécessairement. Hein, c'est comme quand tu lis un courriel avec la job, puis là, ça fait une chaîne de courriels, puis tout le monde s'envoie chier. Bien, puis tout le monde avait pas l'idée d'envoyer chier personne là-dedans, mais c'est comme pris hors contexte un peu. Mais quand que c'est dans l'art oral, l'art oratoire, bien, quelqu'un va voir les intentions derrière la personne qui parle, notamment par ses propos, mais aussi son non-verbal, puis etc. Puis il y a une des choses dans une des vidéos qu'il dit, David Holmgren, il dit « J'ai été inspiré par la forêt », puis je vais le dire en anglais ici, « And I thought to myself that we have to build systems », donc j'ai pensé qu'on devrait faire des systèmes, « that even they don't look like a forest, work like a forest ». Donc, des systèmes qui, même s'ils ne ressemblent pas à une forêt, fonctionnent comme une forêt. Et ça, c'est dans toute cette logique-là, d'essayer de réutiliser tous les intrants, de limiter les extrants, de garder le système, entre guillemets, intact et aussi périn. Parce que la forêt d'elle-même, si tu ne touches pas, à moins qu'elle brûle, elle semble toujours, entre guillemets, s'aggrader, donc, et non pas se dégrader. Donc, j'ai plus l'impression que c'est ça l'interprétation que les fondateurs de la permaculture en ont fait. Et la dernière chose, c'est que, comme je dis, David Holmgren, c'est un biologiste, un spécialiste, c'est un érudit, et parfois, il va dire des propos qui peuvent être repris par des gens qui le sont moins. Je m'inclus là-dedans aussi, peut-être que c'est mon interprétation qui est pas bonne, mais qui va être repris. Ça va parfois être repris par des personnes qui le sont moins, puis qui vont comme faire un peu des découpages. Et malheureusement, ce que j'aime pas de l'allégorie de la forêt, c'est pas nécessairement l'allégorie en tant que telle, mais c'est le fait que son interprétation dite avec trop de confiance par certaines personnes qui avaient à la base aucune expérience en jardinage, aucune formation biologique ou agronomique, arrive et dit oui, il faut que tu imites la forêt. Ils vont dire ça à un agriculteur, par exemple, qui a fait ça toute sa vie. Bien, j'ai l'impression que ça peut créer des espèces de boucles de rétroaction négatives où est-ce que les gens vont se dire j'essaye ce genre de système-là, ça fonctionne pas, donc la permaculture fonctionne pas, donc je rejette la permaculture, puis finalement, c'est le mouvement au complet qui, malheureusement, bat de l'aile ou en fait en prend un coup, alors que finalement, ça part d'une mauvaise interprétation. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce vidéo-là. Je voulais un peu remettre carte sur le table, mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ. Puis j'ai hâte de lire, de voir comment vous allez prendre ça. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous pouvez bonifier. Puis sur ça, passez une belle journée. Moi, je vais finir mon petit tour, ma petite marche avec mon chien. Puis on va retourner chez nous pour monter tout ce beau vidéo-là.